Des sirènes déchirent de l'air au-dessus de Tel Aviv. En moins de 40 secondes, les premières interceptions illuminent le ciel nocturne. Des dizaines de points lumineux s'entrelacent à plusieurs milliers de mètres d'altitude, dans un spectacle presque irréel. Les images circulent immédiatement sur les réseaux sociaux. Partagées des millions de fois en quelques heures, le monde observe. Et dans les chancelleries, dans les états-majors, dans les cercles stratégiques de Washington, de Moscou, de Pékin et de Téhéran, des analystes regardent ces mêmes images avec une attention radicalement différente de celle du grand public. Ils ne regardent pas les interceptions réussies. Ils comptent les impacts qui ont franchi la défense. Depuis des années, le dôme de fer est présenté comme l'un des systèmes de défense antimissiles les plus performants jamais déployés sur un territoire habité. Les autorités israéliennes citent régulièrement des taux d'interception de 80 à 90%. Ces chiffres sont impressionnants, peut-être même réels dans certains contextes opérationnels précis. Mais ils masquent une réalité stratégique que les analystes militaires connaissent depuis longtemps et que les récents épisodes d'affrontements ont rendu impossible à ignorer pour quiconque suit les conflits contemporains avec rigueur. Le vrai défi n'est pas de savoir si le dôme de fer fonctionne. Il fonctionne. La question est de savoir ce qu'il se passe lorsqu'un adversaire décide de ne plus jouer selon les règles pour lesquelles il a été conçu. Et c'est précisément ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Parce que l'Iran et ses alliés régionaux ne jouent plus selon ces règles. Ils ont passé des années à les étudier, à les cartographier, à en identifier les limites. Et c'est précisément là que se situe la faille structurelle que personne dans les cercles officiels ne voulait nommer clairement. Nous allons l'examiner méthodiquement. Mais avant d'entrer dans cette analyse, il est nécessaire de comprendre pourquoi cette question est souvent mal posée dans le débat public. Lorsque les médias parlent du dôme de fer, ils utilisent presque systématiquement un langage de sécurité absolue. Des expressions comme bouclier impénétrable ou protection totale reviennent régulièrement dans les reportages. Cette présentation n'est pas anodine. Elle remplit une fonction politique et psychologique précise. Rassurer une population qui vit sous la menace permanente des roquettes est une nécessité politique pour tout gouvernement israélien. Et le dôme de fer est devenu au fil des années un symbole de cette réassurance. Le problème, c'est que cette présentation crée une attente qui ne correspond pas à la réalité des systèmes de défense. Aucun système militaire au monde ne peut garantir une protection absolue, à 100% dans toutes les conditions opérationnelles imaginables. Cette règle vaut pour tous les systèmes de défense, qu'il s'agisse du dôme de fer israélien, des systèmes patriotes américains ou de tout autre système antimissile déployé à travers le monde. Et c'est précisément cette attente d'une protection absolue qui rend l'analyse stratégique réelle si difficile à formuler publiquement. Pour comprendre ce qui se joue réellement dans ces affrontements, il faut d'abord revenir sur ce que le dôme de fer est, et surtout sur ce qu'il n'est pas. Ce système a été développé au début des années 2000 dans un contexte très précis et avec des objectifs très délimités. L'objectif n'était pas de construire un bouclier universel capable d'intercepter toutes les armes existantes dans le monde. L'objectif était beaucoup plus ciblé. Il s'agissait de protéger les populations israéliennes contre les roquettes artisanales et les projectiles de courte portée tirés depuis Gaza ou depuis le sud du Liban. Des armes relativement rudimentaires, des trajectoires prévisibles, des volumes limités. Dans ce cadre précis, le système a été optimisé. Son architecture repose sur un radar de détection qui repère les projectiles dès leur lancement, un centre de commandement qui analyse les trajectoires en temps réel et détermine si un impact sur une zone habitée est probable, et des missiles intercepteurs, Tamir, qui sont lancés automatiquement pour détruire les projectiles jugés menaçants. Le système est également capable de décider de ne pas intercepter un projectile dont la trajectoire indique qu'il tombera dans une zone déserte ou peu habitée, ce qui lui permet d'économiser ses intercepteurs. L'ensemble du processus se déroule en quelques secondes. Et lorsque les requêtes sont simples, peu nombreuses et prévisibles, le système fonctionne avec une efficacité remarquable et documentée. Mais cette efficacité repose sur 3 hypothèses fondamentales que les stratèges iraniens ont méthodiquement identifiées et commencé à remettre en cause. Première hypothèse, le nombre de projectiles lancés simultanément reste limité. Deuxième hypothèse, les trajectoires restent relativement simples et prévisibles. Troisième hypothèse, les types d'armes utilisées restent comparables à celles pour lesquelles le système a été conçu. Dès que l'une de ces 3 hypothèses est remise en cause de manière significative, la donne change de manière radicale. Et c'est précisément sur ces 3 points que la doctrine militaire iranienne a progressivement construit sa réponse au fil des années. Le premier de ces leviers, souvent sous-estimé dans les analyses rapides, s'appelle la saturation. Ce concept est simple à formuler, mais extrêmement difficile à contrer sur le plan opérationnel, précisément parce qu'il exploite des contraintes physiques et organisationnelles qui ne peuvent pas être surmontées par un simple ajustement technologique.
Toute batterie antimissile dispose d'un nombre limité d'intercepteurs prêts au tir. Elle peut traiter un certain nombre de cibles simultanément, mais pas un nombre illimité. Si l'attaque implique quelques projectiles isolés, le système peut généralement les neutraliser avec une grande efficacité. En revanche, si des dizaines ou des centaines de projectiles arrivent dans le même créneau temporel réduit, une série de contraintes entre en jeu de manière simultanée. Les radars doivent suivre simultanément de multiples objets en mouvement. Les centres de commandement doivent analyser des dizaines de trajectoires et calculer des probabilités d'impact en quelques secondes. Les batteries doivent décider en temps réel quelle cible intercepter en priorité, sachant que chaque décision d'interception consomme un intercepteur et qu'un stock épuisé n'est pas immédiatement remplacé. Dans un tel scénario, même un système très performant se retrouve devant un dilemme mathématique impossible à résoudre complètement. Il doit choisir, et certains projectiles passeront. Les forces iraniennes et leurs alliés régionaux ont étudié cette dynamique depuis des années, avec une rigueur que les analystes occidentaux reconnaissent. Le Hezbollah, au Liban, possède un arsenal estimé à plusieurs dizaines de milliers de roquettes et de missiles de différentes catégories. Dans les scénarios de conflits majeurs analysés par les centres stratégiques occidentaux, des projections envisagent des salves de plusieurs centaines de projectiles lancés en simultané vers différentes zones d'Israël. Ces projections ne sont pas des hypothèses théoriques sans fondement. Elles correspondent à des doctrines d'emploi qui ont été développées, testées et affinées au fil des exercices et des conflits de plus faible intensité. Et dans un tel scénario, même un système dont le taux d'interception atteint 90% voit mathématiquement plusieurs dizaines de projectiles atteindre leur cible. Ce calcul simple est rarement formulé explicitement dans les commentaires médiatiques qui célèbrent les interceptions spectaculaires. Mais il est au cœur de la réflexion des stratèges. Dans une attaque de saturation, l'objectif n'est pas nécessairement de contourner complètement la défense. Il suffit de la submerger pour que quelques impacts franchissent le filet. Et dans des zones urbaines denses, comme celles que concentre la plaine côtière israélienne, quelques impacts peuvent en suffire à provoquer des perturbations économiques, sociales et psychologiques considérables. Mais au-delà de cette dimension de saturation, un second facteur joue un rôle essentiel dans la stratégie iranienne. Il s'agit de ce qu'ils appellent l'attaque multivecteur ou l'attaque combinée. Dans ce type d'opération, les missiles balistiques ne sont plus les seuls éléments de l'attaque. Ils sont combinés avec des drones, des missiles de croisière et des projectiles de différentes natures, de différentes vitesses et de différentes hauteurs de vol. Cette combinaison crée un problème fondamental pour tout système de défense antimissile. Les radars doivent simultanément suivre des objets qui évoluent à des vitesses très différentes, sur des trajectoires très différentes, et qui présentent des signatures radars très différentes. L'Iran a considérablement investi dans le développement de sa capacité de production de drones au cours des dernières années. Cette industrie est devenue l'un des piliers de sa stratégie militaire régionale et a été exportée vers ses alliés, du Hezbollah au Liban aux milices irakiennes, en passant par les Houthis au Yémen. Les drones offrent plusieurs avantages spécifiques dans un contexte d'attaque combinée. Ils sont généralement moins coûteux que les missiles balistiques et peuvent être produits en grand nombre sans mobiliser des ressources industrielles comparables. Ils peuvent suivre des trajectoires beaucoup plus flexibles, en volant bas pour éviter les radars ou en effectuant des détours pour arriver par des angles inattendus. Certains modèles peuvent également être utilisés comme leurre pour saturer les écrans de détection en créant de multiples signatures simultanées sur les systèmes de surveillance. Et pendant que le système de défense consacre une partie de ses ressources à analyser et à neutraliser ces drones, les missiles plus rapides peuvent arriver dans une fenêtre de vulnérabilité créée délibérément. Ce type de coordination entre différents vecteurs représente l'un des défis les plus complexes pour les architectures antimissiles modernes. Ces systèmes ont été conçus à une époque où les menaces étaient relativement homogènes. Ils doivent aujourd'hui faire face à des attaques délibérément hétérogènes, où chaque type d'arme est utilisé pour exploiter une faiblesse spécifique du système défensif adverse. Il faut maintenant aborder un troisième levier, souvent sous-estimé dans le débat public, mais qui préoccupe profondément les ingénieurs militaires. Il concerne l'évolution technologique des missiles iraniens eux-mêmes. Les roquettes artisanales utilisées par certains groupes armés de la région restent relativement simples sur le plan technologique. Leur trajectoire est balistique et prévisible, ce qui facilite leur interception. Mais les missiles développés directement par les forces iraniennes constituent une catégorie fondamentalement différente que l'on ne peut pas mettre dans le même panier analytique. Certains modèles iraniens disposent de systèmes de guidage de précision qui leur permettent de frapper des cibles spécifiques avec une exactitude bien supérieure aux roquettes artisanales. Cette précision change la nature de la menace. Un missile capable de cibler une installation spécifique
une base militaire ou une infrastructure critique, est une menace d'une toute autre nature qu'une roquette qui ne peut viser qu'une zone générale. D'autres missiles iraniens peuvent atteindre des vitesses très élevées, ce qui réduit considérablement le temps de réaction disponible pour les systèmes de défense. D'autres encore sont capables d'effectuer des manœuvres en phase terminale dans les dernières secondes de vol, rendant leur trajectoire finale difficile à anticiper et à intercepter avec précision. Ces évolutions techniques ne rendent pas ces missiles impossibles à intercepter, mais elles augmentent substantiellement la complexité opérationnelle de la tâche. Un missile qui manœuvre dans ses dernières secondes de vol oblige le système défensif à recalculer en temps réel un point d'interception qui se déplace. Un missile qui arrive à très haute vitesse comprime le temps disponible pour la décision et le tir. Ces facteurs, combinés avec la saturation et la diversification des vecteurs, créent un environnement de combat radicalement différent de celui pour lequel le dôme de fer a été initialement conçu. À ce stade, une réalité s'impose avec une clarté inconfortable. Le dôme de fer reste un système réellement efficace dans le contexte pour lequel il a été développé. Il continue de sauver des vies en interceptant des centaines de projectiles qui auraient autrement frappé des zones civiles. Ces faits ne sont pas contestés. Mais la guerre technologique entre attaque et défense ne se fige jamais. Et les adversaires d'Israël ont passé des années à étudier, à tester et à affiner des méthodes permettant d'exploiter les limites structurelles inhérentes à tout système de défense qui, par nature, ne peut pas être infaillible. Chaque conflit de basse intensité a fourni des données précieuses. Chaque attaque repoussée ou franchissant la défense a alimenté un apprentissage méthodique. Il faut ajouter à cette équation un facteur que les commentateurs évoquent rarement, avec la précision qu'il mérite. La dimension économique du conflit antimissile. Chaque missile intercepteur Tamir représente une dépense significative. Les estimations publiquement disponibles évoquent plusieurs dizaines de milliers de dollars par intercepteur. Une attaque impliquant plusieurs centaines de projectiles peut forcer une dépense de plusieurs dizaines de millions de dollars en interception. De l'autre côté du duel, certaines des roquettes utilisées pour saturer la défense peuvent être produites pour un coût radicalement inférieur. Cette asymétrie économique est l'un des éléments fondamentaux des doctrines de guerre asymétriques modernes. L'objectif n'est pas de remporter une victoire militaire décisive sur le champ de bataille dans le sens traditionnel du terme. Il s'agit d'augmenter progressivement le coût du conflit pour l'adversaire au point de le rendre économiquement et politiquement difficile à soutenir sur le long terme. Les forces iraniennes et leurs alliés sont parfaitement conscients de cette dynamique. Chaque salve de projectiles bon marché qui force Israël à activer ses intercepteurs coûteux constitue une forme de victoire économique silencieuse, même si aucun de ces projectiles n'atteint sa cible. Cette logique a été théorisée depuis longtemps dans les doctrines militaires des puissances asymétriques. Lorsque vous pouvez contraindre votre adversaire à dépenser $1 de défense pour chaque centime que vous dépensez en attaque, vous créez une pression économique cumulative qui finit par peser dans les délibérations politiques, dans les choix budgétaires, dans la disponibilité industrielle des stocks d'intercepteurs. Il est important de souligner que le dôme de fer ne constitue qu'une couche d'un système de défense multicouche plus vaste. Israël dispose également du système David's Sling, conçu pour intercepter les missiles de portée moyenne et longue, et du système Arrow, destiné à neutraliser les missiles balistiques à longue portée. Les forces israéliennes investissent également dans le développement d'un système laser de défense connu sous le nom d'Iron Beam, qui pourrait à terme changer fondamentalement l'équation économique en offrant un coût d'interception radicalement inférieur. Mais ces développements restent soumis à des contraintes techniques et des délais de déploiement à grande échelle qui appartiennent encore au futur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même une architecture multicouche ne supprime pas les contraintes fondamentales. Elle les répartit différemment. Elle oblige l'adversaire à concevoir des attaques capables de saturer plusieurs couches, simultanément, ce qui est plus complexe mais pas impossible pour un acteur ayant suffisamment de ressources et de temps de préparation. Et précisément parce qu'il dispose de ce temps, les stratèges iraniens ont travaillé à cette complexité depuis plusieurs années. Les récents épisodes d'affrontement ne représentent pas uniquement des opérations militaires autonomes, ils constituent également des sessions d'observation et d'apprentissage. Chaque salve tirée fournit des données sur les temps de réaction, les priorités d'interception, les angles et altitudes les plus difficiles à couvrir. Ces données alimentent un processus d'adaptation continue. Dans ce contexte extrêmement complexe, plusieurs trajectoires peuvent être envisagées pour les prochains épisodes de ce conflit technologique permanent. Dans le premier scénario, les investissements israéliens dans les nouvelles générations de systèmes permettent de rétablir un avantage défensif significatif. Le laser de défense, s'il devient opérationnel à l'échelle requise, réduit drastiquement le coût par interception et neutralise en partie la logique asymétrique actuelle.
Les stratégies de saturation perdent alors une partie de leur efficacité économique. Dans le deuxième scénario, la course technologique continue de s'intensifier sans qu'aucun camp ne parvienne à prendre un avantage décisif durable. Les systèmes iraniens deviennent progressivement plus sophistiqués, plus rapides et mieux coordonnés. Les systèmes israéliens s'améliorent en parallèle. L'équilibre reste instable, les conflits se succèdent, et chaque épisode fournit des données précieuses aux deux camps pour affiner leur doctrine. Dans le troisième scénario, le plus complexe à gérer politiquement, une saturation réussie à une échelle suffisamment importante provoque des dégâts militaires et infrastructurels visibles. Pas nécessairement catastrophiques dans l'absolu, mais suffisamment significatifs pour avoir un impact psychologique et politique majeur sur la population israélienne et sur les calculs de ses alliés. Dans ce cas, le narratif de sécurité technologique construit autour du dôme de fer subit une fracture dont les conséquences politiques dépassent largement le seul domaine militaire. La conclusion provisoire que l'on peut tirer de cette analyse est inconfortable pour tous les camps. Israël dispose d'un système de défense réellement efficace, qui a déjà sauvé de nombreuses vies et qui continue de le faire. L'Iran et ses alliés ont développé des stratégies réelles et opérationnelles pour contester cette efficacité, en exploitant les limites structurelles inhérentes à tout système qui, par nature, ne peut pas être infaillible. Et aucun des deux camps ne peut prétendre avoir définitivement résolu l'équation. La vraie question n'est donc pas de savoir si le dôme de fer fonctionne. La vraie question est de savoir combien de temps, à quel coût et face à quelle intensité d'attaque il peut continuer à fonctionner. Et derrière cette question technique se cache une interrogation stratégique plus profonde et plus dérangeante. Dans la compétition permanente entre attaque et défense qui définit la guerre moderne, le camp qui possède le bouclier le plus sophistiqué est-il nécessairement celui qui résiste le mieux à un adversaire résolu, patient et méthodique ? Ou existe-t-il un point de basculement au-delà duquel même le meilleur des boucliers se révèle insuffisant face à une lance assez déterminée pour le chercher ? Ce qui est certain, c'est que la réponse à cette question ne se lira pas dans les communiqués officiels. Elle se lira dans le ciel, quelques secondes après les premières sirènes.